Bonjour à tous pour cette troisième vidéo dans la partie taux et élasticité. Après avoir défini la proportionnalité et ce qu'est un taux simple, nous allons parler d'indices. Les indices sont une façon légèrement différente de voir les choses, mais qui vont s'appuyer sur les mêmes définitions évidemment. Et on va commencer par parler d'indices simples. Vous connaissez par exemple l'indice CAC 40, indice boursier en France, qui est là pour montrer l'évolution des valeurs des 40 plus grandes entreprises françaises, donc les entreprises qui sont les mieux cotées en bourse, une liste d'entreprises d'ailleurs renouvelée tous les 3 mois, et pour laquelle la somme des valeurs boursières serait exprimée en centaines de milliards d'euros. Donc il serait difficile de suivre cette évolution visuellement, rien qu'en ayant ces valeurs-là. Donc qu'est-ce qu'on fait sur de telles valeurs? Eh bien, on plaque des indices qui sont des valeurs qui vont les suivre proportionnellement, à toute proportion gardée, mais avec un premier indice de départ qui va être un chiffre rond. Et donc grâce à lui, on va pouvoir mesurer un peu plus l'évolution et le taux d'évolution des différentes valeurs. Sans parler de l'indice CAC 40, on va prendre un exemple plus simple. L'indice des prix sur 3 années consécutives qui représente ici les cours d'achat du coton en moyenne mondiale en euros par kilogramme. 1,84 € pour l'année N, 2,12 € pour l'année suivante, 1,53 € pour l'année d'après. Alors vous voyez, j'ai tout de suite rajouté une ligne indice où je vais placer un indice 1000 par exemple, donc je démarre sur un chiffre rond, et je dois calculer les prochains indices en tenant compte de la proportionnalité finalement entre le prix et l'indice. L'indice doit suivre le prix comme son ombre, entre guillemets, en tout cas toute proportion gardée. Avec le mot proportion, on a immédiatement une propriété qui est celle de l'égalité des produits en croix, et donc on peut se servir des produits en croix pour trouver systématiquement les quatrièmes proportionnels. Donc par exemple, pour calculer l'indice de l'année N plus 1, je vais calculer 1000 fois 2,12 divisé par 1,84 €, ce qui va me donner 1152 environ. Et puis pour l'indice N plus 2, je peux calculer 1000 fois 1,53 divisé par 1,84, ce qui va me donner 831,52. Donc on a cette possibilité de calcul. Qu'est-ce que ça nous apporte? Un indice, ça n'est pas quelque chose qui doit exister de manière indispensable. C'est simplement une facilité de lecture qui nous montre qu'en fait, entre l'année N et l'année N plus 1, le prix a gagné 152 points, en arrondissant bien sûr, 152 pour 1000. 152 pour 1000, ça veut dire aussi 15,2%. En effet, si j'étais parti d'une base 100, le choix de la base est arbitraire, eh bien j'aurais atterri avec des produits en croix sur les valeurs 115,2 et 83,15. Et donc on a finalement une seconde définition d'un pourcentage. Qu'est-ce que c'est qu'un pourcentage? Dans une liste de valeurs, eh bien c'est un indice de base 100. Je suis passé de l'année N à l'année N plus 1 de 100 à 115,2, autrement dit de 100%, l'unité si vous préférez, hein, la mesure de départ, à 115,2%, et donc je vois tout de suite que j'ai gagné 15,2%. Chose qui est plus difficile à voir, si vraiment on doit faire une estimation de tête, lorsqu'on passe de 1,84 à 2,12. Bon, on a gagné 28 centimes sur une base de 1,84 €. Difficile de voir ce que représente 28 centimes par rapport à 1,84 €. Il est plus facile de voir ce que représente 15,2 points par rapport à 100 points au départ. 15,2%. Alors pour l'année N plus 2, c'est pareil, hein, donc on peut faire notre produit en croix pour calculer l'indice et se rendre compte que entre N et N plus 2, on a perdu 168 points, 168,5 sur une base de 1000 ou encore 16,85 sur une base de 100. Donc une perte de 16,85%. Alors maintenant vient la définition générale de l'indice. On a vu que le choix de la base était arbitraire, on peut choisir un chiffre rond comme bon nous semble, 100, 1000, 10 000 ou 100 000. Mais si on choisit une base égale à 1, alors on est sur un cas particulier qui représente la définition même de l'indice. Avec une base égale à 1, l'indice suivant serait égal par produit en croix à 1 fois 2,12 sur 1,84.
autrement dit tout simplement 2,12 sur 1,84. Donc l'indice de base se définit comme suit, hein, en prenant la valeur que j'appelle ici PI, P indice I, qui est la valeur à l'époque numéro I. Par exemple ici, je pourrais l'appeler P1 pour 2,12, et je divise par P0 qui me sert de référence, donc ici 1,84 à l'année entre guillemets 0. PI sur P0, donc ça veut dire que par définition, l'indice numéro 1 ne vaut pas 1152,17, mais en fait 1,15217 sur une base de 1. Alors, des propriétés viennent de cette définition, des propriétés immédiates, qui peuvent être utiles dans certains cas de figure. Par exemple, la transférabilité, qui permet de changer de base facilement. Effectivement, l'indice I de 0 vaut l'indice I de 1 fois l'indice I1 0. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'indice de la valeur numéro 2 par rapport à la valeur numéro 0 vaut l'indice 2 par rapport à 1 fois l'indice 1 par rapport à 0. Effectivement, si j'écrivais les fractions correspondantes dans la définition, I de 1, ça serait P2 sur P1, I1 0, P1 sur P0, et P2 sur P1 fois P1 sur P0 revient à P2 sur P0. Autrement dit, si je veux changer de base et dire non, maintenant je commence à l'année 1, et je souhaite savoir quel est l'indice de la valeur de l'année 2 par rapport à l'année 1, donc I de 1, eh bien je n'ai qu'à diviser l'indice I de 0 par l'indice I1 0. Bon, c'est une façon de voir les choses. Et dans la même veine, nous avons la propriété de réversibilité qui nous dit que la définition nous autorise à inverser le calcul et à dire que l'indice de l'année 0 par rapport à l'indice 1 vaut l'inverse de l'indice de l'année 1 par rapport à l'année 0. Ça veut dire que si j'avais échangé les deux premières valeurs, si on était parti de la valeur 2,12 et qu'ensuite on est 1,84, avec une base de 1 sous 2,12, eh bien l'indice de 1,84 serait l'inverse de l'indice qu'on a calculé au démarrage dans notre tableau, 1,152. Donc 1 sur 1,152. La circularité qui découle des deux premières propriétés nous affirme que I de 0 fois I01 fois I12 est égal à 1. Je vous laisserai chercher par vous-même la véracité de cette propriété. Si vous ne la voyez pas, si vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez pas dans les commentaires à poser la question. Alors voici pour des indices simples qui suivent une liste de valeurs proportionnellement. Maintenant, il y a des indices plus évolués que ça, qui concernent un groupe de produits, avec donc deux ou plusieurs listes de valeurs, de prix par exemple. C'est ce qu'on appelle les indices synthétiques. Imaginons par exemple que on cherche à mesurer l'évolution des prix de plusieurs articles dans un domaine en particulier. Donc pour des pièces automobiles par exemple, ou pour des productions de plusieurs produits. Et donc on essaye de mesurer l'évolution des prix globalement par un coefficient, donc par un indice. C'est là qu'entrent en jeu les indices synthétiques. Donc évolution de plusieurs grandeurs simultanément. Et là, on voit tout de suite qu'on peut être confronté à un souci, c'est que on ne va pas forcément cumuler les prix unitaires de vente, par exemple, de plusieurs produits les uns avec les autres. Il se trouve que si on a un produit qui correspond à une quantité vendue énorme et à côté un autre produit dans la même catégorie mais qui se vend beaucoup moins, ça serait dommage de considérer les deux prix de vente avec le même poids, avec la même influence. Donc on va devoir aussi tenir compte de l'importance du poids de chaque composante. Alors je donne tout de suite des définitions et puis évidemment on va s'appuyer sur un exemple ensuite. On a deux méthodes, soit les poids sont choisis à l'époque 0, soit ils sont choisis à l'époque 1 pour laquelle on veut calculer l'indice par rapport à l'époque 0. Et on se retrouve avec des formules qui peuvent paraître complexes, d'autant plus que en général on est là pour mesurer l'évolution des prix ou l'évolution des quantités produites. Pour l'évolution des prix,
on va devoir pondérer chaque prix avec la quantité à laquelle le produit en question est vendu. Et donc selon la méthode de la paire, la pondération se fait par les quantités à l'époque 0, alors qu'avec la méthode de Pasch, les poids sont les quantités à l'époque 1. On a aussi la possibilité de mesurer un indice d'évolution des quantités en pondérant les quantités par les prix. Donc on échange tout en fait par rapport à la première ligne du tableau. Alors on va s'intéresser dans notre exemple à l'indice des prix avec la paire et Pasch et voir ce que ça donne donc avec un exemple bien concret. Imaginons qu'un boulanger vende du pain et des croissants. On simplifie beaucoup, hein, voilà, on a deux produits. Entre deux périodes, le prix du pain est passé de 3,50 € à 3 € au kilogramme, alors que le prix des croissants est passé de 12 € à 10 €. Donc on a un commerçant qui a fait un gros effort, qui a baissé ses prix, et dans le même temps, les quantités vendues ont évolué. On est passé de 60 kg à la période 0 à 50 kg à la période 1 pour le pain, et 20 kg à 25 kg pour les croissants. Donc on a eu une baisse de vente du pain et une augmentation de la quantité vendue en croissant. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Comment mesurer l'évolution des prix chez ce commerçant? D'abord, on pourrait se contenter de regarder l'évolution des prix du pain, comme dans la diapo précédente, et de calculer un indice simple, qui consisterait tout simplement à reprendre la définition de l'indice simple et à dire pour le pain, on est passé de 3,50 € à 3 €, donc je divise 3 par 3,50 et j'obtiens à peu près 0,8571. Donc on a le prix du pain qui a manifestement baissé de 14,3%. 0,85 ça voudrait dire qu'on a perdu 15%, 0,857 on a perdu 14,3%. Maintenant, essayons de voir un indice global, donc un indice synthétique. Donc avec la méthode de la paire, les poids accordés aux différents prix du pain et des croissants sont les poids de la période 0, donc les quantités vendues à la période 0. Effectivement, il serait illogique de considérer les prix de la période 0 avec les quantités de la période 0 et de comparer ça au prix de la période 1 avec les quantités de la période 1. Le fait que les quantités aient évolué fausserait les calculs. Donc on va considérer qu'on va comparer les prix avec les quantités qui correspondent à la période 0. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer de traduire la formule correspondante qui se trouve ici en première position. Je dois considérer le prix de vente du pain au kilogramme, donc 3,50 €, donc ça c'est pour le dénominateur, avec une quantité de 60 kg. Et je vais aussi considérer les 12 € par kilo des croissants avec une quantité de 20 kg. Et je vais additionner le tout. Ça veut dire quoi en fait? En faisant une somme quelque part dans une formule, je calcule un chiffre d'affaires. D'accord? 3,50 € fois 60 kg plus 12 € fois 20 kg. Et puis à la période 1, 3 € fois 60 kg plus 10 € fois 20 kg. Ça va nous conduire à donc ces calculs et ces résultats qui sont que le chiffre d'affaires réalisé en période 1 avec des quantités de la période 0, c'est ce qui peut sembler un petit peu paradoxal, hein, mais il faut bien que le numérateur et le dénominateur soient comparables, serait de 380 kg. Euros, excusez-moi, chiffre d'affaires. 3 fois 60 plus 10 fois 20. Alors qu'à la période 0, avec les prix de la période 0, on a un chiffre d'affaires de 450 €. La comparaison arrivée à son terme, une fois la division effectuée, nous montre qu'on est sur à peu près 0,84. Donc on est sur une diminution à peu près de 16% du chiffre d'affaires. Et donc on peut dire, ben voilà, selon l'indice de la paire, les prix ont diminué d'un peu moins de 16%, en cumulant donc pain et croissant. Avec la méthode de Pasch, on va avoir un calcul à faire et des coefficients de pondération qui seront 50 et 25 à la place de 60 et 20, donc en tenant compte des quantités vendues en période 1. Ce qui se comprend aussi, hein, puisque finalement on a envie de savoir ce que représentent les nouveaux prix, et donc pourquoi pas utiliser les nouvelles quantités. Cette fois-ci, on a un résultat légèrement différent qui va être 0,842 au lieu de 0,844, mais voilà, on est à peu près sur la même représentation.
Si on avait tenu compte que du pain tout seul, hein, en indice simple, on voyait qu'on avait une diminution d'environ 14,3%. Avec une quantité égale à peu près à 0,84, on est globalement sur une diminution d'à peu près 16%, un petit peu moins de 16%, donc en cumulant pain et croissant. Voilà ce que signifie donc un indice synthétique. Et bien entendu, les indices synthétiques sont très largement utilisés dans les études économiques, donc pour l'indice de la consommation des ménages, l'indice des prix globalement en France pour les biens de première nécessité, et ainsi de suite. Donc on fait des calculs évidemment beaucoup plus longs que ça, qui concernent beaucoup de produits différents, mais en les pondérant avec les quantités. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo où on va parler de taux de variation cette fois-ci. Et je vous dis à très bientôt.